Nous allons présenter aujourd'hui des généralités sur les états de choc, en commençant par une définition très importante, puis nous allons passer au mécanisme physiopathologique des états de choc. Après, nous parlerons d'une partie importante qui est l'adaptation aux états de choc, qui nous permettra de faire en fait le diagnostic, mais surtout de comprendre la prise en charge. Nous passerons par une partie de diagnostic, clinique et paraclinique. Par contre, la prise en charge, nous la laisserons pour la partie des questions-réponses et probablement pour les vidéos qui vont venir après sur la prise en charge spécifique des différents états de choc. Donc, nous allons commencer par une définition. La définition d'un état de choc ou des états de choc est une définition qui est physiologique ou physiopathologique. En fait, les états de choc, ce sont des états physiopathologiques caractérisés par une insuffisance circulatoire aiguë. Cette insuffisance circulatoire aiguë avec hypoperfusion tissulaire va conduire à une inadéquation entre les apports et les besoins en oxygène, bien sûr aux différents tissus. Cette inadéquation entre les apports et les besoins en oxygène conduira à une souffrance tissulaire par hypoxie qui aboutira au final à la nécrose. Donc, trois grands points: l'insuffisance circulatoire et l'hypoperfusion, la souffrance tissulaire par inadéquation entre les apports et les besoins en oxygène, et la nécrose. Les deux premières parties, ou les deux premiers temps de l'état de choc sont extrêmement importants parce que ce sont des temps qui sont réversibles. Et c'est à ce niveau-là que va se faire l'adaptation de l'organisme pour éviter le passage à l'état irréversible qu'est la nécrose. Et la nécrose des tissus et des organes va leur faire perdre leur fonction, donnant ainsi une défaillance multiviscérale. Un multiple organ failure pour les anglo-saxons. En fait, il y a un chevauchement entre les différents temps, c'est-à-dire que ce n'est pas linéaire, mais dans quelle partie nous nous trouvons, on ne peut pas cliniquement savoir est-ce que nous sommes en état d'irréversibilité ou en état de réversibilité. Bien sûr, c'est ce qui fait la gravité de l'état de choc. Cette définition physiopathologique des états de choc, en disant que c'est une insuffisance circulatoire aiguë conduisant à une inadéquation entre les apports et les besoins en oxygène avec souffrance tissulaire aboutissant à une nécrose, est une définition qui est non praticable, qui n'est pas adaptée à la pratique clinique. Donc, nous devons approcher cette définition par une approche plutôt clinique. La définition clinique des états de choc prend en compte donc ces trois volets, ou ces deux grands volets, c'est-à-dire le côté insuffisance circulatoire aiguë et le côté souffrance tissulaire avec nécrose. La première partie, donc, pour s'approcher ou pour définir l'insuffisance circulatoire aiguë cliniquement, le paramètre le plus simple à utiliser, c'est la pression artérielle. Donc, on va dire que sur le plan clinique, la définition de l'état de choc est une hypotension artérielle avec une PAS classiquement inférieure à 90 mm de mercure. Nous pourrons discuter du choix
de ces valeurs-là pendant la séance questions-réponses. Ou bien parfois, nous prenons donc une PAS plus élevée chez les patients hypertendus. Donc c'est une baisse de la pression artérielle d'environ 30 à 40 mm de mercure par rapport à la pression de base chez l'hypertendu essentiellement. C'est-à-dire que chez ces patients-là, ayant des niveaux d'hypertension de base plus élevés, attendre une PAS à 90 pour définir une hypotension ne serait pas pratique. Par contre, il faut savoir que l'hypotension n'est pas obligatoire. Donc c'est un critère important, mais il n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que déjà nous avons vu qu'on peut ne pas connaître la pression de base du patient, mais aussi nous avons des mécanismes d'adaptation qui peuvent faire en sorte que la pression artérielle reste maintenue dans certains états de choc et que la souffrance d'organes va apparaître avant qu'il y ait l'apparition d'hypotension. Donc c'est un paramètre clinique simple pour détecter l'état de choc ou pour détecter l'insuffisance circulatoire, mais ce n'est pas un paramètre qui est fiable à 100%. Le deuxième paramètre, c'est la deuxième partie de la définition, c'est-à-dire la souffrance. Donc des signes de souffrance ou des signes d'altération ou de dysfonction d'organes sont importants et nous allons les expliquer dans la partie clinique et la partie plutôt diagnostique. Nous pouvons rajouter à ces signes-là pour le diagnostic en fait des signes d'adaptation, mais les signes d'adaptation ne font pas partie de la définition clinique de l'état de choc. Nous allons passer à la physiopathologie. Pour expliquer la physiopathologie des états de choc, nous commencerons par les 4 grands mécanismes aboutissant à l'insuffisance circulatoire. Donc, en fait, les mécanismes de l'insuffisance circulatoire expliqueront ou sont à l'origine de l'état de choc, puisque le primum movens d'un état de choc est une insuffisance circulatoire. Une définition est importante ou un principe est important à souligner, et que dans la circulation sanguine, la circulation systémique et la circulation pulmonaire, le retour veineux, qui est un débit, c'est-à-dire un volume de sang qui revient vers l'oreillette droite par unité de temps, est égal au débit cardiaque. Donc toute altération du retour veineux est obligatoirement une altération du débit cardiaque, ce qui fait que toute modification ou baisse du retour veineux est une modification du transport artériel en oxygène, qui, je rappelle, est égal au débit cardiaque fois le contenu artériel en oxygène. Donc, puisque l'insuffisance circulatoire est un défaut d'apport d'oxygène au tissu, la baisse du débit cardiaque ou la baisse du retour veineux, ce sont des déterminants de l'insuffisance circulatoire aiguë. Je dirais même des définitions de l'insuffisance circulatoire aiguë. Pour expliquer cela, nous allons suivre la circulation sanguine sur ce schéma, qui représente donc la veine cave, l'OD, le VD, la circulation pulmonaire, le ventricule gauche et l'oreillette gauche, la circulation systémique avec l'aorte, qui va perfuser 3 grands groupes d'organes. Les organes dits nobles, le cœur et le cerveau. Nous avons des organes intermédiaires, on va dire, de circulation intermédiaire, tels que le rein, et des organes périphériques, tube digestif, muscles et peau. Cette circulation va revenir au niveau du réservoir veineux qui va
reprendre, donc qui va faire donc, un retour veineux vers l'oreillette droite. Comme c'est schématisé ici, le réservoir veineux, il a un niveau, donc, sachant que 75% du volume sanguin se trouve dans ce réservoir veineux, ce niveau se trouve à une certaine hauteur du niveau de l'oreillette droite. C'est-à-dire qu'il y a une pression qui est exercée au niveau du réservoir veineux qui est supérieure à la pression au niveau de l'oreillette droite. C'est ce qui permet le retour veineux. Donc, ce niveau-là est appelé donc pression systémique moyenne. Cette pression systémique moyenne, qui est donc le fait du volume de sang au-dessus de l'oreillette droite, schématiquement bien sûr, ce volume-là est appelé le volume contraint, ou stressed volume pour les anglo-saxons. En fait, c'est le volume qui exerce une pression. Pour vous représenter ça, ou pour vous illustrer ça, vous allez considérer toutes les veines, toutes les vénules de l'organisme par un réservoir, une bassine par exemple. Ce réservoir a une certaine hauteur. Il n'exerce pas de pression, c'est-à-dire qu'il est inférieur à la pression de l'oreillette droite. Donc, cette pression n'est pas une pression active, ce n'est pas une pression qui est fonctionnelle. C'est ce qu'on appelle le unstressed volume ou volume non contraint. Donc, ce volume remplit les veines mais n'exerce pas de pression. Au-dessus de ce volume-là, tout volume en plus va exercer une pression, c'est-à-dire qu'il va distendre les veines ou les vénules. Cette pression est composée en fait du volume lui-même et de la tonicité des veines. Plus les veines sont serrées, toniques, plus cette pression est élevée. Plus les veines sont remplies, plus cette pression est élevée. Donc, le volume contraint qui détermine la pression systémique, on appelle ça la pression systémique moyenne, c'est-à-dire la pression qui règne dans ces veines-là, est le reflet de deux éléments, et le reflet du volume de sang dans le réservoir veineux et de la compliance, c'est-à-dire de la tonicité des veines. Si les veines sont plutôt resserrées, toniques, cette pression sera élevée. Si les veines sont relâchées, cette pression sera plus basse. Cette pression-là détermine le retour veineux. Pourquoi? Parce que, comme nous voyons sur ce schéma, en fait, le sang va se déverser de ce réservoir vers l'oreillette droite. Plus cette hauteur est importante, plus le retour veineux est important, selon la loi suivante. Le retour veineux, qui est un débit, c'est la différence de pression entre la pression d'amont, c'est-à-dire la pression systémique moyenne, et la pression d'aval, la pression de l'oreillette droite, qui divise les résistances qui se trouvent au niveau des veines, telles que la veine cave, donc des résistances veineuses. Donc, cette formule-là est capitale pour comprendre le reste, c'est-à-dire pour comprendre les mécanismes de l'insuffisance circulatoire aiguë, puisque nous avons dit au début que le retour veineux était égal au débit cardiaque. Donc, tout ce qui altère le retour veineux va altérer obligatoirement le débit cardiaque. Après avoir expliqué brièvement ce concept de retour veineux, le concept de débit cardiaque, je pense que vous êtes plus familier avec. Donc, le débit cardiaque qui est égal au volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. Donc, il est essentiellement déterminé par le volume d'éjection systolique qui, elle, obéit à la loi de Frank-Starling que vous connaissez. C'est-à-dire que toute augmentation de la précharge va induire une augmentation du volume d'éjection systolique jusqu'à un certain
seuil. Nous pouvons expliquer ou débattre de ces points-là lors de la séance questions-réponses après la vidéo. Donc globalement, comment est-ce qu'on peut avoir une insuffisance circulatoire, c'est-à-dire comment est-ce que les organes peuvent être moins perfusés, c'est ça l'insuffisance circulatoire aiguë. On a dit qu'il y avait 4 grands mécanismes. Le premier mécanisme, ça serait la diminution du retour veineux, c'est-à-dire la diminution de la pression systémique moyenne, qui est donc le premier mécanisme, ou l'hypovolémie. Donc, premier mécanisme, hypovolémie. L'hypovolémie va induire une baisse du volume du réservoir veineux et donc une baisse de la pression systémique moyenne par baisse du volume contraint. Et cette baisse du retour veineux va induire obligatoirement une baisse du débit cardiaque et donc une moins bonne perfusion tissulaire. Premier mécanisme d'un état de choc, c'est l'hypovolémie. Le deuxième mécanisme, c'est l'augmentation de la pression de l'oreillette droite, c'est-à-dire un obstacle à l'éjection du ventricule droit ou un obstacle au cœur droit, qu'il soit au niveau de la circulation pulmonaire ou directement sur une contrainte sur le cœur droit, telle qu'une tamponnade par augmentation du liquide au niveau du péricarde. On appelle ça un état de choc obstructif, c'est-à-dire qu'il y a une obstruction, un obstacle à l'éjection du ventricule droit, c'est-à-dire une augmentation de la pression de l'oreillette droite. Donc, une augmentation de la pression de l'oreillette droite va réduire la différence entre la pression systémique moyenne et la pression de l'oreillette droite, diminuer le retour veineux et par conséquent, diminuer le débit cardiaque selon la loi de Frank-Starling. Troisième mécanisme, c'est l'atteinte de la contractilité cardiaque, c'est-à-dire ce qu'on appelle un état de choc cardiogénique. Cet état de choc cardiogénique altérant donc la contractilité du myocarde va induire une baisse de la contractilité, une baisse du volume d'éjection systolique et une augmentation des pressions en amont, aboutissant souvent à un œdème pulmonaire. Et cette augmentation de la pression au niveau de la circulation pulmonaire peut aussi ou pourra réduire le retour veineux par augmentation de la pression de l'oreillette droite. Le troisième et dernier mécanisme, le quatrième et dernier mécanisme, c'est ce qu'on appelle le choc ou les lésions circulatoires distributifs, le mécanisme distributif. Dans ce mécanisme-là, nous avons une vasodilatation artérielle et donc une diminution des résistances au niveau artériel qui va distribuer le débit cardiaque d'une façon inhomogène, mais aussi une vasodilatation veineuse. Cette vasodilatation veineuse, c'est-à-dire que le réservoir devient plus compliant, moins tonique. Cette compliance augmentée va diminuer le volume contraint, c'est-à-dire le niveau de notre bassine va diminuer et le niveau baissant, la pression systémique moyenne va baisser et induire une diminution du retour veineux. C'est ce qu'on appelle globalement le choc hypovolémique relatif par vasoplégie. Donc nous avons 4 mécanismes
d'insuffisance circulatoire aiguë, 4 mécanismes d'état de choc, l'hypovolémie, l'obstruction, le choc cardiogénique et le choc distributif. Ces 4 mécanismes ne peuvent être entremêlés, c'est-à-dire que ce n'est pas... Il y a des états de choc hypovolémiques avec des chocs cardiogéniques ou avec des chocs obstructifs ou avec des chocs distributifs. Ces 4 mécanismes fondamentaux peuvent coexister dans un même état de choc. C'est ce qui explique la difficulté de la prise en charge et du diagnostic. Mais il faut souvent déterminer le mécanisme principal pour pouvoir avancer et traiter efficacement notre patient. Pour comprendre la physiopathologie des états de choc, il faut aussi expliquer les mécanismes d'adaptation de l'organisme à cet état de choc. Donc, comme nous avons dit, l'état de choc est un état physiopathologique, c'est-à-dire un nouvel état physiologique entre guillemets. Cet état physiologique va induire une adaptation de l'organisme pour éviter l'évolution vers la nécrose qui est irréversible. Pour cela, l'organisme a une panoplie de mécanismes que nous allons diviser en 3 grands chapitres. L'adaptation macrocirculatoire, l'adaptation microcirculatoire et l'adaptation cellulaire. Ces 3 niveaux d'adaptation à l'échelle macrocirculatoire sont le système nerveux sympathique, le système d'ADH et le système rénine, angiotensine, aldostérone. Ces 3 systèmes vont permettre de contrecarrer les mécanismes à l'origine de l'insuffisance circulatoire aiguë en induisant une vasoconstriction, une augmentation de la contractilité et donc du débit cardiaque et une rétention hydrosodée pour augmenter la volémie. Ces 3 mécanismes ne sont pas de même intensité et ne sont pas activés à la même vitesse. En fait, le système nerveux sympathique a une vitesse d'activation rapide, mais il est moins efficace et moins puissant que les 2 autres systèmes qui sont plus longs à se mettre en place, mais sont plus puissants et sont à l'origine de la rétention hydrosodée. La vasoconstriction est le fruit de la réaction alpha-adrénergique, de l'action de l'ADH sur ses récepteurs V1 et de l'action de l'angiotensine sur ses récepteurs. L'augmentation de la contractilité est essentiellement l'effet bêta-adrénergique sur le myocarde et la rétention hydrosodée est le fruit de l'action de l'ADH, de l'aldostérone et de l'aldostérone sur les tubules rénaux. Donc, étant donné que le système nerveux sympathique est moins puissant mais plus rapide, c'est probablement le système le plus important vu que l'état de choc est un état aigu et donc l'adaptation rapide est plus importante que l'adaptation plus lente. Et l'effet de notre thérapeutique sera de maintenir ou de renforcer ce système nerveux sympathique en attendant l'action des autres systèmes qui sont plus lents à s'installer et bien sûr la correction du mécanisme causal. Le deuxième niveau d'adaptation, c'est l'adaptation microcirculatoire. L'adaptation à l'échelle microcirculatoire fait appel à 2 grands mécanismes qui sont plus complexes à appréhender que les mécanismes de l'adaptation macrocirculatoire et font actuellement l'objet de recherches poussées. Les 2 mécanismes sont l'augmentation de l'extraction en oxygène et la partition du débit cardiaque, c'est-à-dire des mécanismes d'autorégulation régionale.
Nous allons expliquer brièvement ces deux mécanismes et nous pourrons discuter plus en détail, si vous le voulez, dans la partie questions-réponses. Nous commençons par expliquer l'augmentation de l'extraction en oxygène, qui est un mécanisme important d'adaptation à l'échelle microcirculatoire. En fait, le fait qu'il y ait une diminution de l'apport en oxygène au tissu, les tissus vont réagir en améliorant leur oxygénation, en améliorant leur extraction en oxygène. Plusieurs phénomènes, plusieurs mécanismes permettent cette augmentation de l'extraction en oxygène pour maintenir la consommation du tissu. Ces mécanismes sont, on l'a dit, divers et multiples, tels que la vasodilatation, l'ouverture ou le recrutement de nouveaux capillaires, etc. En fait, ces mécanismes vont permettre de maintenir la consommation malgré la baisse du débit cardiaque, c'est-à-dire malgré la baisse de l'apport artériel en oxygène. Cela est illustré sur cette courbe entre la consommation en oxygène et l'apport d'oxygène. On a un plateau, puis donc un point dit critique qui va induire que toute baisse de la VO2 va induire une baisse de la VO2 parce qu'on a atteint le maximum d'extraction. Donc, ce plateau-là est expliqué par le fait que malgré la baisse de la VO2, la VO2 reste constante par augmentation de l'extraction en oxygène. Et donc, ça permet, c'est-à-dire qu'on a moins d'oxygène qui arrive au tissu, le tissu va prendre le maximum d'oxygène qui lui arrive, c'est-à-dire qu'il va augmenter son extraction en termes de pourcentage en fait, et c'est ce qui va permettre de maintenir un niveau métabolique et éviter la dysfonction de l'organe. Nous pourrons expliquer cette partie plus longuement durant la séance questions-réponses. Le deuxième mécanisme que nous avons à notre disposition à l'échelle microcirculatoire, c'est l'autorégulation. En fait, il y a des organes qui ont la possibilité de maintenir leur débit régional malgré la baisse du débit ou de la pression systémique en jouant sur la vasoconstriction et la vasodilatation locale. Et donc, il y a ce qu'on appelle une partition du débit cardiaque qui est inégale selon les organes pour maintenir la perfusion des organes les plus vitaux, c'est-à-dire les plus importants, dits organes nobles. Donc, ce plateau d'autorégulation est plus important au niveau cardiaque et au niveau cérébral qu'au niveau rénal, qui est un plateau plus étroit, et au niveau du tube digestif et de la peau, qui n'ont quasiment pas de plateau d'autorégulation, c'est-à-dire que le débit régional, le débit sanguin régional, dépend de la pression artérielle moyenne. Donc, toute baisse de la pression artérielle moyenne va induire obligatoirement une baisse du débit sanguin régional parce que ces systèmes-là, ou ces tissus-là, sont sensibles à la vasoconstriction induite par le système sympathique, alors que les autres le sont moins sensibles et donc peuvent maintenir leur débit. À l'étage microcirculatoire, comme nous avons dit, il y a deux grands mécanismes que sont l'augmentation de l'extraction d'oxygène et l'autorégulation qui permet une partition du débit cardiaque, un partage du débit cardiaque qui va se concentrer, redistribuer
vers les organes les plus importants parce qu'ils ont un plateau d'autorégulation plus large et donc ils maintiennent leur débit régional malgré la baisse de la pression artérielle moyenne. Cela s'explique par le fait qu'ils sont moins sensibles au système sympathique, c'est-à-dire aux vasoconstricteurs systémiques. Le troisième niveau d'adaptation, c'est l'échelle cellulaire, qui est encore plus complexe, encore moins compris, et qui fait l'objet de recherches poussées aussi. Nous allons parler essentiellement de l'adaptation par l'anaérobiose, c'est-à-dire maintenir un minimum de métabolisme malgré l'absence d'oxygène en termes d'apport ou d'utilisation. L'anaérobiose, donc plusieurs tissus dans l'organisme sont doués ou sont capables de métabolisme anaérobique par un métabolisme d'anaérobie lactique et donc de synthétiser du lactate à partir du pyruvate. Cette réaction de synthétiser du lactate à partir du pyruvate, cette réaction est génératrice d'ATP, génératrice d'énergie, et donc c'est ce qui permet de maintenir un niveau de métabolisme malgré l'absence d'oxygène. Mais cette réaction n'est pas soutenable à long terme parce que toute production de lactate est accompagnée de production d'H+, et donc d'une acidose qui devient de plus en plus importante, induisant un déficit ou une difficulté ou une dysfonction de la fonction des enzymes si cette acidose est trop profonde. Nous avons parlé du point critique tout à l'heure, qui est le point à partir duquel l'extraction est maximale et donc toute baisse de la délivrance en oxygène va induire une baisse de la consommation d'oxygène. Ce point critique est associé ou en parallèle, nous avons une augmentation à ce niveau-là de l'anaérobiose qui va essayer de contrecarrer cette baisse de métabolisme aérobique par un métabolisme anaérobique pour pouvoir maintenir la fonction minimale de l'organe. Et donc, nous voyons à partir de ce point critique une augmentation du taux de lactate parallèle à la baisse de la consommation d'oxygène. Donc là, nous avons la courbe du lactate qui reste constant pendant l'augmentation de l'extraction, mais qui augmente après que l'extraction ait atteint son maximum. C'est pour ça que nous appelons ce point le point critique d'extraction, c'est-à-dire à partir duquel tous les mécanismes microcirculatoires d'augmentation de l'extraction sont à leur maximum, sont épuisés. Voilà les trois grands mécanismes d'adaptation aux états de choc. Il faut savoir que ces mécanismes se mettent en parallèle et qui peuvent être mis à défaut, c'est-à-dire qu'on peut avoir une altération de l'autorégulation, une altération de l'extraction, de l'anaérobiose et une altération de la vasoconstriction et des autres mécanismes d'adaptation macrocirculatoire. C'est ce qui explique que certains états de choc peuvent évoluer d'une façon plus rapide, plus grave, parce que nous n'avons pas le temps ou bien nous avons une altération de ces mécanismes d'adaptation. L'exemple type d'état de choc avec altération des mécanismes d'adaptation, c'est le choc septique que nous allons aborder ultérieurement. Si vous avez des questions, nous pouvons en parler pendant la séance questions-réponses. Nous allons passer à la partie diagnostic. Le diagnostic d'un état de choc est essentiellement clinique.
et la compréhension des mécanismes à l'origine des lésions circulatoires et surtout à l'origine de l'adaptation va nous permettre d'appréhender les différentes facettes cliniques des états de choc. Donc en fait, l'état de choc sur le plan clinique est très varié. Les signes sont variés. On les regroupe sous la dénomination de signes de choc. Mais en réalité, nous avons des signes en rapport avec l'hypoperfusion et la souffrance tissulaire et des signes en rapport avec l'adaptation à ces trois niveaux. Et des signes, bien sûr, autres, tels que les signes de dysfonction des organes. Les signes d'hypoperfusion sont essentiellement au nombre de 3. On a la peau, donc les signes cutanés d'hypoperfusion d'organes, que sont la froideur des extrémités, la pâleur, la cyanose, les marbrures. Nous avons les signes neurologiques, la confusion, l'altération de l'état de conscience avec le score de Glasgow essentiellement, et la diurèse. L'hypoperfusion rénale est à l'origine d'une baisse de la diurèse qui sera manifeste lors de la réanimation de l'état de choc, c'est-à-dire que ce sera un élément plutôt de suivi de l'état de choc, donc l'amélioration de la diurèse ou l'augmentation de la diurèse. Sur le plan adaptatif, nous avons tout ce qui est cardiovasculaire, essentiellement la tachycardie, qui est un signe important, précoce. Les signes respiratoires, essentiellement la polypnée, et les signes de détresse respiratoire, les signes de lutte. Et les autres signes de dysfonction d'organes, qui sont plutôt biologiques, tels que les signes d'insuffisance respiratoire aiguë avec la baisse de la PaO2, les signes d'insuffisance rénale aiguë avec l'augmentation du taux de créatinine, les signes d'atteinte ou d'insuffisance hépatique, la baisse du TP et la cytolyse hépatique, et les autres signes biologiques. Nous avons vu aussi l'adaptation à l'échelle cellulaire qui va se manifester par le métabolisme anaérobique et donc l'augmentation du taux de lactate est un élément biologique extrêmement important qui nous renseigne sur le degré d'hypoperfusion est actuellement la base du diagnostic et du suivi des états de choc. Donc, en plus de ces signes-là, on peut rajouter d'autres moyens de surveillance et de diagnostic des états de choc. Nous avons des moyens biologiques tels que la SVO2 qui nous renseigne sur la saturation veineuse mêlée ou la saturation veineuse centrale en oxygène qui est le reflet de l'extraction. Comme nous avons vu, toute augmentation d'extraction signifie qu'il y a une adaptation à une lésion circulatoire. Ça peut être un élément de diagnostic et de suivi. Et d'autres moyens de monitorage tels que l'échographie transthoracique, l'échographie transœsophagienne, donc l'échocardiographie, et les moyens de mesure du débit cardiaque que nous pouvons détailler si vous voulez pendant la partie questions-réponses. Au final, il faut connaître les signes d'hypoperfusion, les signes d'adaptation et de dysfonction d'organes pour approcher l'état de choc, puisqu'il n'y a pas un seul signe spécifique pour comprendre et appréhender l'état de choc. Il faut une approche globale se basant sur les connaissances physiopathologiques de l'état de choc et de ses mécanismes d'adaptation. Pour la prise en charge
nous allons la discuter ultérieurement. Je pense que on est déjà globalement, la compréhension de la physiopathologie permet 80% de l'appréhension, de la compréhension, pardon, de la prise en charge. Je vous remercie.